Chaque année, des milliards de personnes dans le monde effleurent du verre, sans se douter qu'un métal si tendre qu'on peut le couper au couteau œuvre sous leurs doigts. Un métal sans lequel notre civilisation moderne deviendrait tout simplement aveugle. Comment cet élément presque ludique, si malléable, en est-il venu à commander smartphones, distributeurs automatiques et écrans géants? Pourquoi l'extrait-on littéralement des déchets, gramme par gramme à partir de tonnes de minerais? Et pourquoi ce métal est-il déjà considéré comme une bombe à retardement pour toute l'électronique? Il y a là quelque chose dont les fabricants d'écrans ne parlent presque jamais. Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez quel composant invisible pourrait un jour rendre n'importe quel écran tout simplement mort. L'indium, une véritable beauté argentée parmi les métaux, tendre comme du beurre, qu'on peut trancher au couteau, et qui fond déjà à 156 degrés. Dans la nature, ce type rare se planque comme un invité indésirable dans les minerais de zinc et de plomb, qui recèlent 60% des réserves mondiales, et on le trouve aussi dans les gisements de cuivre, bien que plus rarement. Chaque année, le monde en extrait près de 1000 tonnes, et 90% de cette production proviennent de Chine, de Corée du Sud et du Japon, où des usines géantes l'extraitent par tonnes. Le prix pique de 500 à 700 $ le kilo de métal pur, car les gisements ne sont pas éternels. C'est en Chine qu'on trouve le plus d'indium, avec 70% de la production mondiale. Mais on en cherche aussi au Pérou, au Canada et en Australie, où les mines tournent à plein régime. Le processus lui-même relève du bonus annexe. D'une tonne de minerai de zinc, on n'extrait que 100 grammes d'indium, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le métal est ensuite extrait par électrolyse dans des bains brûlants ou par évaporation, transformant le minerai brut en lingots étincelants. Ce métal malléable est la clé de vos écrans, et sa pénurie pousse déjà le monde à chercher des alternatives. L'oxyde d'indium dopé à l'étain, c'est une véritable magie invisible qui a bouleversé le monde de l'électronique. Une couche transparente d'une finesse extrême qui laisse passer la lumière tout en conduisant l'électricité. Un vrai tour de passe-passe sur l'écran de votre téléphone. Elle se compose de 90% d'oxyde d'indium, mélangé à 10% d'étain. Et tout ce cocktail est déposé en une pellicule si ténue qu'elle n'atteint que 100 à 200 nanomètres d'épaisseur, soit 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain. Cette couche est comme une toile d'araignée immatérielle. L'œil ne la voit pas, mais les doigts la perçoivent instantanément. L'indium le rend transparent à 90% pour que l'écran brille de mille feux, tandis que l'étain ajoute la conductivité nécessaire à une réactivité fulgurante. Sans ce prodige, ton écran tactile resterait aussi sourd à tes doigts qu'un bloc de pierre. C'est précisément grâce à ce conducteur invisible, né d'un métal tendre, que chaque smartphone, télévision tactile ou distributeur automatique sait où tu poses le doigt. La fabrication de ce conducteur transparent à base d'indium et d'étain relève d'un véritable art high-tech. Chaque étape transforme un vulgaire morceau de verre ou de plastique en peau sensible de tes appareils. Dans d'immenses chambres à vide, dans l'obscurité et le silence, naît un film invisible, plus fin qu'un souffle, mais plus résistant que l'acier. Le processus commence par la pulvérisation cathodique magnétron, la méthode la plus répandue dans les usines Samsung, LG et autres géants de l'électronique. Tout se passe dans des chambres à vide spéciales, grandes comme une pièce, où la pression est plus basse que dans l'espace. On prend une cible métallique, un alliage d'indium et d'étain, semblable à un disque brillant d'un demi-mètre de diamètre. Cette cible est bombardée par des ions d'argon qui jaillissent d'un canon à plasma à la vitesse de balle. Sous l'impact, les atomes d'indium et d'étain se détachent de la surface, tels des éclaboussures d'une pierre lancée dans une rivière, et se déposent sur du verre ou un substrat plastique qui avance lentement sur un convoyeur.
Un champ magnétique près de la cible maintient le plasma stable, afin que la couche se dépose uniformément, sans bulles ni irrégularité. La température dans la chambre se maintient autour de 200 degrés et l'ensemble du processus pour une feuille de verre prend une dizaine de minutes. Le résultat, un film ultra fin de 200 nanomètres d'épaisseur, invisible mais déjà conducteur. Ce film brut n'est pas encore prêt à l'emploi. Il est amorphe comme du miel fondu et conduit mal le courant. C'est pourquoi le verre avec sa couche nouvellement formée est envoyé au four pour un traitement thermique. La température est élevée progressivement jusqu'à 300 degrés, sur 1 heure, afin que le film cristallise. Les atomes d'indium et d'étain s'organisent en un réseau cubique parfait, un état où les électrons circulent librement, comme des poissons dans un étang. L'étain, pendant ce temps, s'intègre à la structure de l'oxyde d'indium, remplaçant une de ses mailles sur 10 et créant des électrons donneurs pour la conductivité. Après refroidissement, la couche acquiert une transparence brillante et une sensibilité remarquable, prête à réagir au moindre effleurement. Cette étape s'avère cruciale. Une surchauffe provoque des fissures. Un chauffage insuffisant laisse la pellicule non conductrice. La touche finale, la gravure laser, qui crée le maillage des zones tactiles. Un laser puissant, opérant dans l'ultraviolet, parcourt la surface avec une précision micrométrique, vaporisant d'étroites bandes de pellicule. Naissent alors des électrodes invisibles, lignes horizontales et verticales qui transforment la couche continue en matrice. Chaque intersection forme un pixel que le contrôleur d'écran peut lire individuellement. Le laser opère à la vitesse de l'éclair, laissant des sillons d'une propreté parfaite, larges de 10 micromètres à peine, imperceptibles à l'œil nu. Après la gravure, la surface est à nouveau nettoyée aux ultrasons et recouverte d'une couche protectrice, tantôt en silicone, tantôt en carbure, pour résister à des milliers de contacts. 90% de cette merveille technologique est destinée aux écrans, smartphones, téléviseurs, tablettes, ordinateurs portables. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy nécessite une dizaine de grammes d'indium pour son écran. Et des millions d'appareils engloutissent chaque année des milliers de tonnes de ce métal. Il ne reste que 5% pour les panneaux solaires, où cette même couche sert de contact transparent, laissant passer la lumière vers les cellules photovoltaïques. La seule différence réside dans l'échelle. Pour les panneaux, l'ITO est déposé sur des plaques d'1 mètre et non sur des écrans de quelques centimètres. Sans indium, les véritables alternatives n'existent tout simplement pas. Tout se contente de substituer coûte les yeux de la tête ou fait piètre figure en termes de qualité. Le graphène sonne cool, comme le métal du futur, mais coûte le prix d'un billet d'avion pour l'espace, et sa transparence laisse encore à désirer. Un écran au graphène paraît trouble comme du verre dépoli. L'argent conduit l'électricité comme un dieu, mais noircit vite au contact de l'air, s'oxyde et ne laisse passer que 70% de la lumière au lieu de 90%. Le conducteur plastique, moins cher et flexible, ne supporte pas la chaleur. Après 6 mois d'utilisation au soleil ou en voiture, il craque comme un vieux journal et perd sa sensibilité. Apple, Samsung, LG. Ce trio accapare 70% de tout l'indium de la planète. Et ce sont eux qui les premiers nous le diraient s'ils trouvaient un remplaçant. Leurs écrans représentent des milliards de dollars, et le marché des conducteurs transparents tourne autour d'1 milliard par an. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy vole des grammes de ce métal, tandis que des millions de téléviseurs LG en engloutissent des tonnes. Sans indium, il faudrait soit payer 3 fois plus cher nos écrans, soit revenir au Nokia à touche. Chaque année,
des centaines de milliers de tonnes d'un métal sont produites dans le monde. Un métal qui ne brille jamais dans les vitrines et ne devient jamais symbole de luxe. Pourtant, sans lui, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Quel est donc ce matériau qui se cache à 2 km de profondeur, résiste à la température de la surface du Soleil et rend l'acier pratiquement indestructible? Pourquoi, pour quelques kilos de ce métal, transforme-t-on des tonnes de roches? Et pourquoi les nations investissent-elles des milliards de dollars dans des mines et des fours dignes de l'enfer? Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours du molybdène, du désert stérile jusqu'au cœur des réacteurs d'avion. Et si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi cet élément presque invisible contrôle la puissance de toute notre civilisation. Le molybdène n'existe pas à l'état pur. Il se cache profondément dans la croûte terrestre, généralement associée au cuivre. Son extraction représente un défi que seuls quelques pays leaders peuvent relever. Le plus grand acteur sur ce marché est le Chili. C'est là, au cœur du désert aride d'Atacama, à plus de 2700 mètres d'altitude, que se trouve le légendaire gisement de Chuquicamata. Cette carrière gigantesque mesure près de 4 km de diamètre et 800 mètres de profondeur. Ici, le molybdène est extrait comme un précieux bonus du cuivre. Imaginez l'ampleur. Pour chaque tonne de minerai de cuivre, les métallurgistes n'obtiennent qu'environ 20 kg de concentré de molybdène. Pourtant, grâce aux volumes colossaux traités, le Chili assure près d'un tiers de la demande mondiale. Les États-Unis ne sont pas en reste grâce au gisement de Climax dans le Colorado. Cette véritable merveille géologique est exploitée depuis plus d'un siècle. La Chine et le Pérou accroissent également leur capacité, creusant des mines souterraines profondes et investissant des milliards de dollars dans l'automatisation pour extraire le métal depuis 2 km de profondeur. Le parcours du molybdène, d'un morceau de roche brute à un lingot étincelant, est un processus rigoureux et assourdissant. D'abord, d'immenses excavateurs chargent la roche dans des concasseurs qui, dans un fracas inouï, brisent la pierre en fragments de la taille d'un poing. Ces éclats passent ensuite dans des broyeurs géants, des tambours d'acier de 9 mètres de long, remplis de lourdes billes métalliques. En tournant, les broyeurs transforment la pierre en une poudre extrêmement fine. L'étape suivante tient de la magie, c'est la flottation. On mélange la poudre avec de l'eau et des réactifs spéciaux dans des cuves où l'on insuffle de l'air. Les bulles capturent les particules de molybdène et les portent à la surface sous forme d'une épaisse mousse grise, que l'on retire ensuite à l'aide de racloirs. Le concentré obtenu est séché dans des fours, donnant une poudre jaunâtre, le trioxyde de molybdène. Pour fondre le molybdène, on utilise des fours à arc électrique géants. Ce sont des structures massives à l'intérieur desquelles règne une atmosphère d'enfer incandescent. L'élément clé ici, ce sont les électrodes en graphite, des colonnes de carbone d'1 mètre d'épaisseur qui s'enfoncent dans la charge. Lorsqu'on y applique une tension colossale, un arc électrique aveuglant jaillit entre l'électrode et le métal. La température à l'épicentre de cet arc atteint près de 6000 degrés Celsius, une chaleur comparable seulement à celle qui règne à la surface du Soleil. Dans ce chaos de feu, au milieu du grondement incessant des décharges électriques et des nuages d'étincelles incandescentes, s'accomplit un mystère métallurgique. L'oxyde de molybdène se mêle au fer et, sous l'action du plasma, ils fusionnent en un bain monolithique. Le spectacle est fascinant. Le métal liquide bouillonne, comme la lave au cœur d'un volcan. Et même les lunettes de protection les plus sombres des aciéristes ne suffisent pas à atténuer son éclat. Mais obtenir la fonte n'est que la moitié du chemin. L'étape suivante, le raffinage. Pour que l'acier futur soit irréprochable, l'alliage obtenu doit être débarrassé des moindres impuretés et des gaz susceptibles de le fragiliser. Pour ce faire, le ferromolybdène en fusion est traversé par un flux d'argon.
Ce gaz inerte circule à travers la masse métallique en millions de bulles, emportant littéralement vers la surface tout ce qui est superflu. Ce procédé permet d'atteindre une pureté du produit tout à fait remarquable, 99,5%. À la sortie, on obtient un matériau d'une pureté parfaite, prêt à devenir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Une fois le raffinage achevé, le liquide argenté, presque blanc sous l'effet de la chaleur, est coulé dans des moules spéciaux. Après refroidissement, ils se transforment en briquettes lourdes et résistantes. Chaque briquette est un véritable trésor. Ce n'est pas simplement du métal, c'est l'énergie accumulée de milliers de kilowattheures et le travail de nombreux spécialistes. Ces briquettes sont emballées dans des fûts robustes et partent pour un long voyage aux quatre coins du monde, vers les plus grandes aciéries d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Dans les aciéries, ces briquettes attendent leur mission finale. Dans les gigantesques convertisseurs où bouillonnent 200 tonnes de fonte en fusion, le ferromolybdène devient cet ingrédient secret. Dès que la briquette froide touche le métal liquide, elle se dissout instantanément, créant des liaisons carbure particulières au niveau moléculaire. Le molybdène agit comme une colle invisible et dans le même temps comme une armure. Il rend la structure de l'acier parfaitement homogène. Grâce au molybdène, l'acier acquiert une propriété unique. Il ne se fissure pas sous pression critique et ne ramollit pas lors de surchauffe. C'est précisément pour cette raison qu'on l'utilise dans la fabrication des aubes de turbines, des avions à réaction, qui fonctionnent dans la fournaise infernale du moteur, ou pour les trépans qui mordent dans la roche dure à des milliers de mètres de profondeur. Sans cet alliage, l'industrie pétrolière moderne, les vols spatiaux et même l'artillerie lourde seraient impossibles. L'ensemble de ce processus dure environ 1 an et demi. La production mondiale de molybdène se maintient à un niveau stable de 280 à 320 000 tonnes par an, avec une croissance prévue jusqu'à 350 000 tonnes d'ici 2030 en raison de la demande pour les technologies vertes. Le Chili est en tête avec 28 à 32%, suivi de la Chine avec 22 à 25%, soit environ 75 000 tonnes. Les États-Unis en extraient de 14 à 16%, ce qui représente environ 45 000 tonnes. Le Pérou détient de 9 à 11%. Le molybdène est plus résistant que le titane dans les alliages et supporte une température de fusion de 2623 degrés. Mais saviez-vous que le tungstène fait encore mieux ? Dites-nous si vous souhaitez une vidéo sur ce métal. Le nom molybdène vient du mot grec ancien molybdos, qui signifie plomb. Les Grecs de l'Antiquité furent les premiers à remarquer cet étrange minerai noir, qui ressemblait au plomb par son poids et son éclat, mais qui ne fondait pas comme un métal et ne convenait pas pour fabriquer des outils. Ils le confondaient avec le graphite. Les deux minéraux ont un éclat argenté, une structure feuilletée et une texture tendre, laissant une trace noire sur le papier ou la pierre. Les Grecs utilisaient la molybdénite comme minerai de plomb pour les peintures ou les onguents, mais ne reconnurent pas le métal. La première étude scientifique eut lieu au XVIIe siècle, lorsque le Suédois Johan Gmelin décrivit la molybdéna comme une substance distincte. En 1778, Carl Wilhelm Scheele extrait l'acide molybdique et en 1781, Peter Hjelm obtient le métal pur en fondant l'oxyde avec du charbon. La confusion avec le graphite persista. Le minerai fut même appelé graphite de molybdène. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le molybdène fut reconnu comme essentiel pour l'acier. Henri Bessemer l'ajouta dans ses convertisseurs pour la résistance.
Et si je vous disais que l'éclat de votre voiture, de vos appareils électroménagers et même des gratte-ciel cache l'un des secrets les plus dangereux du monde chimique? Le métal que nous voyons chaque jour dans son reflet miroir commence son voyage dans les entrailles sales de la Terre et peut se transformer en une substance dont même les ingénieurs prennent la fuite. Pourquoi donc l'utilisons-nous encore en toute tranquillité? Et comment, à partir d'un minerai gris insignifiant, naît le légendaire éclat métallique? Regardez jusqu'à la fin, je vous révélerai un fait qui changera radicalement votre perception du chrome. Le chrome est le véritable directeur artistique du monde chimique, une célébrité métallique qui adore l'attention et la brillance. C'est lui qui veille à ce que vos couverts ne se transforment pas en horreur rouillée et à ce que votre moto ait l'air tout juste sortie d'un atelier du futur. Un vrai dandy métallique, mais pour accéder à son essence élégante, il faut traverser tous les cercles de l'enfer industriel. Son nom d'ailleurs vient du grec chroma, qui signifie couleur. Et il porte bien son nom, car ses composés sont un véritable feu d'artifice, du pigment jaune éclatant, dont on peignait autrefois les autobus scolaires, au vert intense utilisé dans les peintures. Il est littéralement le père de toutes les couleurs, tout en préférant arborer sa tenue blanc argenté, ultra tendance au lustre étincelant. C'est comme une célébrité qui dissimule, sous le fond de teint et les paillettes, le fait qu'au petit matin, elle ressemble à nous tous, grise et misérable, et que seul le travail acharné de l'industrie chimique en fait une star. Mais revenons à la poussière et au drame. Ce magnifique séducteur est l'enfant de l'haltérophilie. La plupart de ces gisements, un véritable trésor de minerais de chrome, sont cachés profondément dans les entrailles de la Terre. Et savez-vous qui est le principal fournisseur de cet éclat? L'Afrique du Sud, mesdames et messieurs. C'est la véritable Mecque pour les amateurs de chrome, où des machines gigantesques, telles des dragons métalliques affamés, dévorent la roche. L'extraction de la chromite n'est pas une promenade de santé. C'est une affaire sale, gourmande en énergie et très sérieuse. Le chrome ne traîne pas en surface. Il exige qu'on descende jusqu'à lui, qu'on le creuse, qu'on le broie. Et ce n'est qu'ensuite qu'on commence à le persuader de livrer son éclat. Le minerai ne ressemble en rien au pare-choc polyphénal. Il est gris, rocailleux et, pour être honnête, absolument quelconque. C'est comme voir une star d'Hollywood sans maquillage, à peine sortie du lit. Un peu choquant, mais c'est la réalité. Après l'extraction commence le plus intéressant, la transformation du minerai en ferrochrome, un alliage de fer et de chrome, qui est la principale forme de transport du chrome pour l'industrie. Cela se fait dans d'immenses fours à arc électriques, où la température est si élevée qu'elle ferait s'évaporer jusqu'à votre rêve le plus audacieux. Le ferrochrome est une sorte de demi-produit de brillance, et il est absolument crucial pour créer ce qui rend notre vie confortable et esthétique, l'acier inoxydable. Et c'est ici que nous abordons le rôle le plus important de cet élément, son rôle de super-héros anti-corrosion. L'acier inoxydable, c'est essentiellement du fer qui s'est trouvé le gardien idéal. Et ce gardien, c'est précisément le chrome. Lorsque nous ajoutons du chrome au fer, le chrome, tel un véritable gentleman, monte à la surface de l'acier et forme une pellicule passive d'oxyde de chrome, extrêmement fine, invisible, mais incroyablement résistante. Cette pellicule est un bouclier véritablement invincible, qui se régénère instantanément si on l'égratigne. C'est comme disposer d'une réserve infinie de nanopansements, toujours prêts à intervenir. Grâce à cette pellicule, nos éviers de cuisine, nos instruments chirurgicaux, notre vaisselle et même des gratte-ciel entiers ne se couvrent pas de rouille hideuse. C'est là le travail essentiel du chrome, protéger le fer de son plus grand ennemi, et il le fait avec une telle facilité
que nous ne remarquons même pas ses efforts. Il est si modeste lorsqu'il protège, mais si brillant lorsqu'il se met en valeur. Mais, comme toute star, le chrome cache un secret ténébreux. Et c'est là que nous enlevons nos lunettes roses, pour comprendre pourquoi la question de l'extraction est sérieuse. Dans sa forme la plus répandue et stable, le chrome possède un certain degré d'oxydation et constitue généralement un oligo-élément sûr, voire nécessaire à notre alimentation. Mais lorsque le chrome décide de raviver sa jeunesse rebelle et augmente son degré d'oxydation de 3 à 6, il se transforme en véritable méchant chimique, connu sous le nom de chrome hexavalent. Ce personnage est toxique, cancérigène, et nous le connaissons grâce au drame hollywoodien sur Erin Brockovich, qui a lutté contre la pollution industrielle de l'eau par cet élément. Vous connaissez cette histoire? Dites-nous si elle vous a plu. Le chrome hexavalent n'est pas qu'une simple nuisance, c'est une menace réelle pour la santé des travailleurs dans l'industrie et pour l'environnement s'il n'est pas éliminé correctement. Il se forme dans certains procédés industriels, notamment lors du chauffage. Et c'est là que l'éclat élégant bascule vers un versant très sombre. C'est pourquoi les ingénieurs chimistes et les écologues mènent une lutte constante pour que ce rebelle Pulse 6 reste sous contrôle strict et soit neutralisé en un Pulse 3 inoffensif, avant même de quitter l'enceinte de l'usine. C'est comme garder sous clé le membre le plus imprévisible de la famille pour qu'il ne gâche pas la fête familiale. Enfin, parlons de son rôle le plus brillant, celui de roi de la galvanoplastie. Le chromage électrolytique, ou comme on dit simplement chromage, est le procédé qui transforme un métal ordinaire en objet de luxe. Pensez aux poignées de porte, pare-chocs, jantes, tuyaux d'échappement, robinets de cuisine. Tout ce qui brille et reflète la lumière avec cet éclat métallique aristocratique. C'est une couche très fine, mais incroyablement dure de chrome, appliquée par méthode électrochimique. Il ne se contente pas d'offrir un aspect fantastique, il rend également la surface résistante aux rayures, à l'usure et bien entendu à la corrosion. Le processus de chromage est souvent assez salissant et complexe, nécessitant un contrôle extrêmement précis, mais le résultat en vaut la peine. Le chrome joue ici le rôle de revêtement brillant final, comme la touche ultime d'un artiste qui transforme son œuvre en chef-d'œuvre. Il s'attribue toute la gloire, alors qu'en dessous se cache parfois un simple cuivre ou nickel. C'est la façade métallique que tout le monde adore photographier. Voilà donc l'histoire du chrome. Il commence son voyage sous forme de minerai peu attrayant dans les entrailles chaudes et poussiéreuses d'Afrique du Sud, exige un processus de purification complexe et souvent dangereux pour abandonner ses habitudes toxiques. Et ce n'est qu'ensuite qu'il revêt son plus beau costume argenté pour devenir le protecteur et le roi de l'éclat dans votre quotidien. C'est grâce à lui que votre cafetière affiche un style moderne et que votre automobile étincelle au soleil. C'est un élément de contraste. Extraction sale, finition élégante, mortellement toxique à +6, bénéfique à +3, protection invisible et éclat aveuglant. Et tout cela pour que nous puissions dire « Oh, regarde comme ça brille !» Alors, la prochaine fois que vous admirerez l'éclat du chrome, souvenez-vous de ce lointain début poussiéreux dans les mines, là où cet éclat est né. Et si je vous disais qu'il existe un métal si léger qu'il semble faux, mais suffisamment résistant pour soutenir le fuselage d'un avion, et que ce métal peut être extrait simplement de l'eau de mer ?
Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est précisément ici que commence le mystère du magnésium. Un matériau qui transforme discrètement l'aviation, les gadgets et même la médecine. Et le plus fascinant, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un fait sur ce métal qui bouleversera votre perception de l'industrie moderne. Alors, attachez vos ceintures. Nous plongeons dans un univers où la légèreté peut surpasser l'acier. Le magnésium est si léger qu'il semble irréel, mais il est en même temps aussi résistant que l'acier et possède des propriétés uniques. Il construit déjà notre avenir, le rendant plus léger, plus rapide et plus efficace. Le magnésium, 12e élément du tableau périodique, appartient aux métaux alcalino-terreux, tout en demeurant l'un des matériaux structurels les plus légers disponibles pour l'industrie. Son faible numéro atomique ne témoigne nullement de capacités modestes. Le magnésium allie faible densité, résistance suffisante et remarquable aptitude à former des alliages légers et rigides. La comparaison avec d'autres métaux s'avère particulièrement frappante. Il est environ un tiers plus léger que l'aluminium, ce qui le rend attractif pour toute construction, où l'économie de poids revêt une importance critique. Si on le compare au titane, la différence atteint près de 60%, ce qui démontre le potentiel du magnésium dans les applications aérospatiales et de transport, domaine traditionnellement dominé par le titane. Et enfin, le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, tout en offrant, grâce à ses alliages, une résistance suffisante pour de nombreuses applications techniques. C'est précisément cette combinaison de propriétés qui fait du magnésium un métal d'avenir prometteur dans de nombreux secteurs. Imaginez un peu, vous pouvez créer une pièce aussi résistante que l'aluminium, mais pesant 3 fois moins. Ce n'est pas simplement extraordinaire, c'est une véritable révolution pour de nombreux domaines. Il présente une couleur blanc argenté, s'oxyde facilement à l'air, en formant une pellicule protectrice et, fait intéressant, peut brûler avec une flamme d'un blanc éblouissant. Une propriété autrefois exploitée dans les anciens flashs photographiques. Le magnésium est un élément extrêmement abondant, ce qui le rend d'autant plus attractif. Il occupe le 8e rang parmi les éléments les plus répandus dans la croûte terrestre et le 3e rang parmi les éléments dissous dans l'eau de mer. Et oui, l'océan constitue une source immense de magnésium. Le magnésium peut être extrait de l'eau de mer, et cette méthode ressemble véritablement à quelque chose venu du futur. Bien que le magnésium n'y soit présent qu'à hauteur de quelques dixièmes de %, le volume même des océans le rend pratiquement inépuisable. L'eau de mer est simplement prélevée et on y ajoute de la chaux. Il se forme alors de l'hydroxyde de magnésium, qui ne se dissout pas et précipite immédiatement au fond. Ce précipité est séparé, lavé, puis mis à réagir avec de l'acide chlorhydrique afin d'obtenir du chlorure de magnésium. La solution est ensuite évaporée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un sel fondu pratiquement pur. C'est précisément ce sel fondu qui est introduit dans les électrolyseurs. Sous l'action du courant, le chlorure de magnésium se décompose. Le magnésium pur se dépose à la cathode, tandis que le chlore est extrait séparément et peut être réutilisé. Le procédé consomme énormément d'énergie, mais le résultat est un métal de très haute pureté obtenu à grande échelle. La seconde méthode est plus terrestre, car elle repose sur l'extraction de minéraux, la dolomite et la magnésite. On les extrait dans des carrières ou des mines, on les broie, puis on les envoie à la calcination. Sous l'effet de températures élevées, le dioxyde de carbone s'échappe du minerai, et il ne reste que l'oxyde de magnésium. C'est alors qu'intervient la pyrométallurgie. L'oxyde de magnésium est mélangé au ferrosilicium et chauffé à très haute température sous vide. Dans ces conditions, le magnésium commence à s'évaporer
Et c'est justement sous forme de vapeur qu'on le sépare, puis qu'on le condense en métal pur. C'est une voie plus traditionnelle, mais elle reste largement utilisée grâce à un équipement relativement simple et des résultats stables. Le magnésium n'est pas seulement un métal léger, c'est un matériau d'avenir qui est déjà activement employé dans de nombreux secteurs, démontrant ses propriétés uniques. L'industrie automobile et l'aéronautique, c'est son heure de gloire, où chaque gramme compte. Plus une voiture ou un avion est léger, moins il consomme de carburant, et moins il rejette de substances nocives dans l'atmosphère. Imaginez si la carrosserie de votre véhicule n'était pas en acier, mais en alliage de magnésium. Cela rendrait le transport plus rapide, plus économique et plus écologique. Les alliages de magnésium sont utilisés pour les carters de moteur et les transmissions, où une résistance élevée est nécessaire avec un poids minimal. Les jantes légères et robustes en magnésium améliorent la maniabilité et réduisent la charge sur la suspension. Les éléments de siège et de tableau de bord deviennent plus compacts, tandis que les parties de carrosserie résistent mieux à la corrosion. Dans l'aviation et l'industrie spatiale, le magnésium est idéal pour les composants légers des avions, fusées et satellites, où chaque gramme vaut son pesant d'or, permettant d'augmenter l'autonomie des vols et la manœuvrabilité des appareils. L'électronique et les gadgets ne peuvent également plus se passer du magnésium. Votre smartphone, votre ordinateur portable, votre tablette cherchent à devenir plus fins, plus légers et plus résistants. Et les boîtiers en alliage de magnésium conviennent parfaitement à cet objectif. Non seulement ils sont légers, mais ils dissipent également remarquablement la chaleur, garantissant ainsi un fonctionnement fiable des processeurs et des batteries même sous charge. De nombreux ordinateurs portables haut de gamme et appareils photo professionnels possèdent justement des boîtiers en magnésium, qui résistent au choc sans ajouter de poids superflu. La médecine ouvre une nouvelle ère avec le magnésium. Les scientifiques développent des implants pour traiter les fractures osseuses, qui, avec le temps, se dissolvent dans l'organisme sans laisser de traces et sans nécessité d'intervention chirurgicale supplémentaire. Il s'agit d'une véritable révolution en biomédecine, où le magnésium devient un matériau biocompatible qui stimule la cicatrisation des tissus. Les alliages et la métallurgie constituent un autre domaine où le magnésium s'avère indispensable. Il représente un élément d'alliage essentiel dans de nombreux alliages d'aluminium, et l'ajout d'une petite quantité de magnésium rend l'aluminium considérablement plus résistant et plus stable face à la corrosion. Par exemple, les alliages aluminium-magnésium sont largement utilisés dans l'industrie maritime pour les coques de navires, capables de résister à l'eau salée, ainsi que pour la fabrication de canettes de boissons, à la fois légères et inoxydables. La pyrotechnie et l'éclairage exploitent la flamme blanche éclatante du magnésium. Elle brûle avec intensité, ce qui explique son utilisation dans les feux d'artifice, les fusées éclairantes et les dispositifs d'éclairage spéciaux, destinés à produire une lumière puissante. L'industrie chimique apprécie le magnésium comme agent réducteur dans la production d'autres métaux. Le titane, par exemple, et comme catalyseur dans des processus chimiques complexes, accélérant les réactions sans nuire à l'environnement. Même dans les compléments alimentaires et la médecine, le magnésium joue un rôle vital. C'est un minéral essentiel pour notre organisme, participant à des centaines de réactions biochimiques, de la contraction musculaire et la transmission des impulsions nerveuses au contrôle de la glycémie et de la pression artérielle. Beaucoup de personnes prennent des suppléments de magnésium pour améliorer leur sommeil, réduire le stress, soutenir le système cardiovasculaire et maintenir leur tonus général. Ainsi, le magnésium traverse toutes les sphères de la vie moderne, des transports et gadgets à la santé,
prouvant que la légèreté peut s'allier à une utilité extraordinaire. Chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de béton armé sont coulées dans des bâtiments à travers le monde. Imaginez des ponts entiers qui s'effondrent parce que l'acier à l'intérieur rouille comme une voiture abandonnée sous la pluie. En Chine, plus de 500 000 ponts font face à cet ennemi silencieux, la corrosion. Si vous placiez tous les barres d'armature rouillées bout à bout, elles feraient 3 fois le tour de l'équateur. Comment un matériau transparent utilisé pour les planches de surf se transforme-t-il en colonne vertébrale des gratte-ciel? Comment la fibre de verre remplace-t-elle l'acier qui a dominé la construction pendant 150 ans? Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez pourquoi les armatures en fibre de verre sont plus résistantes que l'acier, tout en pesant 75% de moins. Et comment la Chine construit des infrastructures protégées contre la rouille qui dureront 300 ans. L'histoire commence dans le Jiangsu, dans une usine qui s'étend sur 40 hectares, l'équivalent de 56 terrains de football. D'immenses machines de 12 mètres de haut dominent l'espace, semblables aux tours d'une ville futuriste. Imaginez des bâtiments qui produisent les matériaux pour d'autres bâtiments. L'air vibre du bourdonnement constant de milliers de bobines qui tournent simultanément. Les fibres de verre sortent des fours à une température de 1600 degrés Celsius. Plus chaud que la lave volcanique. Avec un sifflement aigu qui fend l'air, des fils plus fins qu'un cheveu humain se déroulent à une vitesse de 3000 mètres par minute. En produisant suffisamment de fibres chaque heure pour faire 2 fois le tour de la Terre. Ce n'est que le début. Ces fils invisibles se transformeront en une structure qui soutient des villes entières. Vient ensuite le bain de résine. D'énormes réservoirs de 15 mètres de long contiennent de la résine époxy, ce liquide doré qui s'écoule comme du miel épais. Les fibres de verre traversent ces réservoirs, créant des cascades brillantes qui reflètent les lumières industrielles, telles des rivières d'or en fusion. Le processus dégage un arôme chimique caractéristique, tandis que la résine adhère à chaque fibre microscopique. À température ambiante de 23 degrés, la viscosité est parfaite, ni trop fluide, ni trop épaisse. Des capteurs contrôlent chaque millimètre de revêtement avec une précision au micron près. Chaque seconde, 50 kg de résine sont consommés, enrobant les fibres. Cette quantité de matériaux suffit pour créer 1500 mètres de tiges finies. Avec un grondement sourd, les pompes maintiennent un flux constant, alimentant la transformation de fils fragiles en tiges incassables. Ensuite, les machines de tressage entrent en action. Des centaines de bobines tournent dans des motifs hypnotiques, comme un balai mécanique d'une précision millimétrique. Les fibres imprégnées de résine s'entrelacent, formant des structures en spirale qui maximisent la résistance. Imaginez des tisserands robotiques, créant des muscles de verre. Le bruit est assourdissant. Un chœur de moteur synchronisé qui résonne dans la poitrine. Chaque machine produit un grondement continu, tandis que les bobines effectuent 3000 rotations par minute. Des nuages de vapeur s'élèvent lorsque les fibres humides passent à travers les rouleaux de compression, traitant suffisamment de matériaux par équipe pour construire 2 ponts complets. La tension appliquée est exactement de 85 kg par fibre. Trop peu, et la barre sera faible. Trop, et les fibres se rompront. La précision ici détermine si le bâtiment résistera à un tremblement de terre. Vient ensuite le four de durcissement, le cœur du processus. Les tiges pénètrent dans des tunnels de 25 mètres baignés de lumière infrarouge. À 180 degrés Celsius, les molécules de résine s'entrelacent chimiquement
avec les fibres de verre. Ce processus, comparable à la cuisson du pain, mais au niveau moléculaire, forge cette résistance légendaire. Les tiges avancent lentement, restant exactement 12 minutes à l'intérieur du four. Des capteurs laser mesurent la température en 200 points différents chaque seconde. Si une section dévie de plus de 3 degrés, les alarmes retentissent immédiatement. Cette étape est critique car elle détermine si la tige durera 5 ans ou 500 ans. La polymérisation doit être parfaite. Chaque molécule de résine se lie à ses voisines dans un réseau tridimensionnel incassable. Imaginez ceci, des millions de chaînes moléculaires forment une armure invisible qui ne rouillera jamais. Après le durcissement, vient le système d'étirage. Des rouleaux géants de 3 mètres de diamètre, comme des roues de train, tirent les barres avec une force contrôlée de précisément 2000 kg. Le grincement rythmique des rouleaux marque le pouls de la production. À une température de 90 degrés, les barres sont encore malléables, mais possèdent déjà leur structure moléculaire définitive. Les rouleaux impriment des textures de surface, des crêtes et des sillons qui permettent au béton d'adhérer parfaitement. Sans ces marques, les barres glisseraient dans le béton, comme des baguettes dans du beurre. Les barres sortent chaudes mais solides, refroidissant progressivement à l'air libre. Chaque minute, 40 mètres de barres finies sortent du système. C'est un balai industriel, où physique et chimie dansent en synchronisation. La moindre erreur et des mois de travaux de construction peuvent être perdus lorsque la structure cède. Vient ensuite la découpe de précision. Des scies diamantés industriels, tournant à 5000 tours par minute, coupent les barres continues en longueurs exactes. Le bruit est perçant, comme 1000 cristaux qui se brisent simultanément. Des étincelles oranges jaillissent en arcs lumineux lorsque le diamant mord le composite en fibres de verre. Cette étape est critique, car chaque barre doit mesurer exactement 6 mètres. Pas 1 centimètre de plus, pas un de moins, pour s'intégrer parfaitement dans les coffrages de construction. Des capteurs laser vérifient chaque coupe avec une précision au dixième de millimètre. À une cadence de 20 coupes par minute, il n'y a aucune place pour l'erreur humaine. Imaginez cela, des robots qui coupent avec une précision chirurgicale à l'échelle industrielle. Les barres tombent sur des convoyeurs souples, s'organisant automatiquement en paquets de 50 unités. Chaque paquet représente l'armature pour 3 étages d'un bâtiment résidentiel. Après la découpe, vient le contrôle qualité finale. Chaque tige passe dans des machines de test qui appliquent jusqu'à 12 tonnes de force de traction, l'équivalent du poids de 2 éléphants d'Afrique adultes tirant dans des directions opposées. Les véritables tiges en fibre de verre ne fléchissent même pas sous cette pression extrême. Des caméras haute vitesse capturent 1000 images par seconde, détectant la moindre imperfection microscopique en surface. Des rayons X pénètrent le matériau, vérifiant la répartition uniforme des fibres, comme des radiographies médicales, mais pour les matériaux de construction. À température ambiante de 20 degrés, les propriétés doivent être parfaites. Cette étape est critique, car une seule tige défectueuse dans un pont peut provoquer un effondrement catastrophique. Celles qui échouent sont rejetées, moins d'1% du total. Les tiges approuvées reçoivent des codes QR gravés au laser, qui tracent chaque détail de leur fabrication. Cela n'a pas toujours été aussi avancé. Encore en 1950, lorsque les premiers ponts modernes de Chine étaient reconstruits, l'acier était le seul matériau disponible.
ces structures ont commencé à rouiller au bout de 10 ans. L'humidité et le sel attaquaient sans relâche. L'effondrement du pont de Kijiang en 1999 a coûté la vie à 40 personnes lorsque les barres d'acier corrodées ont cédé. La percée est survenue lorsque des ingénieurs de Shanghai ont découvert en 2005 que la fibre de verre, utilisée dans les yachts, pouvait renforcer le béton mieux que l'acier. Les premiers ponts pilotes ont dépassé toutes les attentes. Après 15 ans, dans des environnements marins hostiles, zéro corrosion. Les essais ont montré que, tandis que l'acier perd 40% de sa résistance en 30 ans, la fibre de verre conserve 95%. Aujourd'hui, plus de 3000 ponts chinois utilisent exclusivement des armatures en fibre de verre. La technologie, qui a débuté dans un laboratoire universitaire, protège désormais des millions de vies chaque jour. Les émissions de carbone sont réduites de 32% par rapport à la production d'acier traditionnel, l'équivalent de retirer 3 millions de voitures de la circulation chaque année. L'énergie nécessaire est inférieure de 60%, car il n'y a pas besoin de four géant à 2000 degrés comme l'exige l'acier. L'industrie économise plus de 22 milliards de dollars par an en frais de maintenance. Les ponts avec armature en acier nécessitent des réparations tous les 15 ans, mais ceux en fibre de verre restent intacts pendant 300 ans. Les coûts initiaux de construction sont supérieurs de 25%, mais les économies à long terme sont astronomiques. Alors, voici le secret promis. La fibre de verre possède une résistance à la traction supérieure de 70% à celle de l'acier, tout en ne pesant qu'un quart de son poids. Cela signifie que vous pouvez construire plus haut, plus long, plus audacieux, sans le poids mort qui limite l'acier. La conductivité thermique est quasiment nulle, donc elle ne se dilate ni ne se contracte avec la température. Adieu les fissures saisonnières qui détruisent les trottoirs. Des fibres microscopiques fondues à 1600 degrés jusqu'aux barres finies qui supportent des tonnes de pression, le cycle est bouclé. Rien ne disparaît, tout se transforme en infrastructure qui défie le temps lui-même. Chaque année, l'humanité consomme plus de 100 000 tonnes de tungstène, un métal si dur que même son extraction nécessite des outils en tungstène. Mais peu savent que l'un des principaux fournisseurs de cette ressource stratégique est le Vietnam. Au milieu de la jungle, où vapeur et brume se mêlent au parfum de fleurs, se cache la mine de Nguy Phao, l'une des plus grandes au monde. Là, sous terre, se déroule un processus semblable à l'alchimie. Du minerai gris naît le métal qui façonne chars d'assaut, forêts et avions. Comment le Vietnam a-t-il transformé la jungle en cœur industriel de la métallurgie mondiale? Reste jusqu'à la fin et tu découvriras ce que testent même les grandes entreprises. Le Vietnam, ce n'est pas seulement des paysages exotiques et une culture ancestrale. Ce pays est un acteur inattendu, mais essentiel sur la scène mondiale de l'extraction du tungstène, un métal d'importance stratégique. Sa résistance extraordinaire et sa capacité thermique inégalée font du tungstène un élément indispensable dans le monde moderne. Il trouve des applications depuis l'ingénierie de haute technologie, où il forme des outils de coupe, jusqu'à l'industrie militaire, où il garantit une résistance supérieure du blindage et un pouvoir de pénétration des projectiles. En fait, le tungstène est le cœur d'acier de l'industrie, et le Vietnam joue un rôle critique dans l'approvisionnement de cette ressource vitale. De sa disponibilité dépend le développement de nombreuses technologies clés. Information inattendue, n'est-ce pas ? Les principaux gisements de tungstène au Vietnam sont concentrés dans la région où se trouve la mine mondialement connue de Nguy Phao. Ce complexe minier est l'un des plus grands au monde, combinant technologie moderne,
et paysage unique de la jungle vietnamienne. L'idée même d'intégrer une installation industrielle dans un tel écosystème est un défi, mais le Vietnam déploie des efforts considérables pour minimiser l'impact environnemental, alliant extraction efficace et attitude responsable envers la nature. Le tungstène, contrairement à d'autres métaux, n'existe pas sous forme pure et native. Il est extrait sous forme de minéral, dont le plus répandu est la wolframite, un composé complexe de fer, manganèse et tungstène. Ce diamant d'acier se cache profondément dans les entrailles de la Terre, souvent entouré d'autres roches. Dans les mines vietnamiennes, comme la mondialement célèbre Nguy Phao, les mineurs accomplissent quotidiennement un travail titanesque. À l'aide d'équipements miniers avancés, puissantes foreuses, marteaux-piqueurs et excavatrices spécialisées, ils extraient le minerai contenant la wolframite depuis des tunnels souterrains et des carrières à ciel ouvert. C'est un processus complexe et laborieux qui exige précision et respect de normes de sécurité strictes pour atteindre la précieuse matière première cachée dans les profondeurs. Dans les usines de traitement situées près des mines, le minerai subit une série de processus. Les énormes morceaux de minerai extraits des profondeurs, pesant parfois des centaines de kilogrammes, arrivent au traitement primaire. Là, ils rencontrent des concasseurs colossaux, des machines gigantesques qui, avec une force incroyable, broient les blocs de pierre. Avec un fracas assourdissant et des vibrations, ces machines semblent mâcher la roche, la transformant en fractions plus petites. Ensuite, le minerai broyé passe dans des broyeurs. Ce sont d'énormes tambours rotatifs, à l'intérieur desquels se trouvent des billes métalliques. Sous l'action de la rotation et de la gravité, ces billes broient inlassablement les morceaux de minerai, les transformant en poudre très fine, presque comme de la farine. C'est un spectacle de mouvement constant, de puissance et de transformation, où la masse minérale brute se transforme étape par étape, en concentré prêt pour le traitement ultérieur, libérant la précieuse wolframite. Le concentré de wolframite purifié est ensuite traité dans des usines spécialisées. Là, il subit un traitement chimique pour obtenir du tungstène pur, qui peut ensuite être allié à d'autres métaux, comme le nickel ou le fer, pour créer des alliages aux propriétés spéciales, résistance accrue, résistance à l'usure ou résistance thermique. Le tungstène est le métal le plus dur, ce qui permet de l'utiliser pour fabriquer des outils résistants à des charges extrêmes. Il a le point de fusion le plus élevé parmi tous les métaux, 3422 degrés Celsius, ce qui le rend idéal pour des applications dans des environnements à haute température. Il est très dense, presque autant que l'or, ce qui est important pour certaines applications. Le tungstène est indispensable dans l'industrie militaire pour fabriquer des blindages ultra résistants et des noyaux de projectiles perforants garantissant une haute capacité de pénétration. Les forêts, fraises et trépans en alliage de tungstène peuvent découper les roches les plus dures, ce qui est crucial dans l'industrie pétrolière, gazière et minière. Vous voyez l'ironie? Même pour extraire la wolframite et obtenir du tungstène, il faut du tungstène. Ce matériau ultra résistant est activement utilisé dans la construction mécanique, pour la production d'outils de coupe utilisés dans le travail des métaux, ainsi que dans la fabrication de pièces devant supporter des températures élevées et l'usure. Et savez-vous qu'avec le tungstène, on fabrique des instruments chirurgicaux? Y a-t-il des médecins par ici? Confirmez ou infirmez cette information dans les commentaires. Pour vraiment apprécier la puissance du tungstène, imaginez ceci. 1 kg de tungstène pur
peut être transformé en un forêt capable de percer jusqu'à 1000 mètres de roche. Cela démontre l'efficacité incroyable de ce métal et sa contribution significative au développement de l'industrie et des technologies. Le Vietnam possède l'une des plus grandes réserves confirmées de tungstène au monde. Les chiffres exacts peuvent varier selon la source, mais selon diverses estimations, les réserves de minerais de wolframite dans le pays atteignent des millions de tonnes. Cela garantit une perspective d'extraction à long terme. Annuellement, des mines vietnamiennes, en particulier du complexe de Nguy Phao, sont extraites environ 15 000 tonnes de tungstène en termes de métal pur ou de concentré de tungstène. Ce chiffre fait du Vietnam l'un des 5 principaux pays producteurs de tungstène au monde, rivalisant avec des géants comme la Chine et le Canada. Le tungstène vietnamien représente une portion significative de l'approvisionnement mondial. Bien que la Chine reste le joueur dominant, le Vietnam joue un rôle d'importance critique dans la diversification des sources d'approvisionnement, ce qui est vital pour la stabilité globale du marché des métaux stratégiques. L'industrie minière et de traitement du Vietnam liée au tungstène fournit des milliers d'emplois pour la population locale, incluant ingénieurs, mineurs, techniciens et personnel administratif. Au cœur même du Vietnam, où les jungles centenaires murmurent leurs secrets verts et où l'air humide est imprégné de parfums de fleurs exotiques, se cache une perle inattendue de la modernité, la mine de Nguy Phao. Ce n'est pas simplement une installation industrielle, c'est une symbiose étonnante du travail humain incessant et de la grandeur de la nature vierge. Ici, entre les couronnes émeraudes des arbres qui s'élèvent vers le ciel et les torrents impétueux qui traversent les chaînes de montagnes, la main humaine pénètre dans les entrailles de la terre.